Depuis 1953, la patrouille de France a vu passer plus de 200 pilotes et seulement 5 avions différents. Et le meilleur d'entre eux, celui qui rend toutes les figures les plus complexes réalisables, c'est lui, le prodige, l'Alpha Jet. On va dire que la patrouille de France s'est aussi construite par rapport aux performances de l'Alpha Jet. Un avion militaire destiné à la base pour l'entraînement des jeunes pilotes. Il est conçu pour encaisser les erreurs des débutants et d'être un peu moins radical que les avions de chasse destinés aux terrains hostiles. On va le faire voler très lentement pour l'atterrissage et le décollage. On va le faire voler très rapidement au sol pour simuler les attaques au sol. Et puis on va le faire aller très haut parce que c'est là aussi où se font les combats aériens. Cet avion, les pilotes le surnomment affectueusement le gadget. Pour eux, c'est l'avion idéal. C'est celui qui a la meilleure visibilité, c'est celui qui a la meilleure maniabilité. Même si ce n'est pas le plus rapide, c'est le plus agréable à piloter. C'est vraiment l'avion idéal. Donc, ce n'est pas un avion de combat, mais il a toutes les qualités pour être le meilleur avion de combat possible. Il est maniable, il est agile, il est rapide. Tu peux tout faire avec un Alpha Jet, à part passer le mur du son. Mais quand on est pilote et qu'on aime piloter, qu'on aime faire des évolutions en 3 dimensions avec son avion, eh bien l'Alpha Jet, c'est ce qu'il y a de mieux. Cet avion à réaction qui équipe la patrouille de France aujourd'hui n'est pourtant pas nouveau. Son premier essai en vol date de 1973. Car la France a besoin à la fin des années 60 d'un chasseur pour former les pilotes avant de prendre les commandes du Mirage 3 ou du Mirage F1. Ce sont des avions très complexes à manœuvrer et qui ne pardonnent pas l'approximation. Passer d'un aéronef à hélice à des chasseurs à réaction constitue un risque majeur d'accident pour de jeunes apprentis de l'air. À titre de comparaison, un Rafale se pose aux alentours de 200 km/h. Il y a 50 ans, les chasseurs arrivent sur le tarmac beaucoup plus vite. La vitesse d'atterrissage d'un Mirage 3, elle se situe aux environs de 350 km/h. Alors c'est pour ça que les pilotes, avant de les mettre dans le baquet d'un Mirage 3, qui se pose très vite avec peu de visibilité et peu de marge de manœuvrabilité, eh bien on a besoin de les mettre dans un avion auto-école, dans un avion qui va pardonner des erreurs de pilotage, qui sera plus souple. Et cette quête d'un avion d'entraînement performant n'est pas une spécificité française. Un pays voisin a lui aussi une volonté de s'exercer sur un avion répondant à ces nouveaux critères de vol. Les Allemands, à l'époque, s'entraînaient aux États-Unis et le gouvernement voulait changer et que ce soit fait en Europe. Donc l'État allemand s'est rapproché de l'État français en disant bah voilà, on a un besoin commun, pour l'entraînement, faisons un avion commun. Ce qui a été choisi, c'est que Dassault travaille avec la société privée allemande Dornier pour concevoir cet avion. Moins de 30 ans après la victoire des Alliés contre les nazis, Français et Allemands travaillent main dans la main. Ils s'associent pour créer le meilleur avion d'entraînement au monde. Les constructeurs Dornier et Dassault, fondés dans les années 20, sont réputés pour leur savoir-faire et leur expertise. Et leur décision est prise. Le nouvel appareil des futurs Top Gun français et allemands doit être en rupture totale avec ce qui existait auparavant. Pour pouvoir être très maniable, les ingénieurs décident alors de repositionner les ailes. Ce qu'on appelle une voilure à aile haute. C'est-à-dire que les ailes sont sur le haut du fuselage et qui permet d'avoir un point de pivot intéressant pour faire de la voltige. Le point de pivot, c'est le centre de gravité où se répartissent les efforts quand l'avion change de direction. C'est autour de cet axe que l'appareil prend une incidence. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Les grandes ailes bénéficient d'un travail aérodynamique inédit pour transformer les aptitudes de vol. Ils acquièrent ainsi de nouvelles capacités à évoluer dans le ciel. Elles ont cette forme-là. Contrairement à des ailes qui auraient un dièdre positif, qui serait plutôt comme ça, donc qui apporterait de la stabilité à l'avion. Là, c'est un avion qui va être instable de par sa conception, donc qui va permettre de faire de la voltige plus facilement. C'est l'un des secrets des avions de chasse et de celui de l'Alpha Jet.
les constructeurs lui ont supprimé sa stabilité. Et c'est essentiel. Cela permet aux pilotes de réaliser de nombreuses figures acrobatiques et de défier les lois de la gravité. Un pilote peut faire de l'acrobatie avec un avion stable, mais l'appareil sera limité. Il essayera toujours de récupérer une position pour voler en toute sécurité. La conception de l'Alpha Jet lui permet d'exécuter des acrobaties sans que l'avion ne cherche à retrouver un plan de vol classique. Les gouvernes et le savoir-faire du pilote va permettre d'avoir un avion qui est parfaitement contrôlable, mais qui va être facile à mettre, par exemple, en vrille, en tonneau, en barrique, et qui va être donc du coup un avion idéal pour la voltige. C'est tout l'inverse d'un avion de ligne, dont la stabilité est un des critères recherchés. Si son pilote tente des manœuvres radicales, l'appareil est en recherche constante de stabilité et freinera ses intentions. Cette voilure est l'une des signatures de l'Alpha Jet. Et cela permet une pénétration dans l'air avec un grand bénéfice. L'avantage de l'aile haute sur l'Alpha Jet, c'est qu'à forte incidence, c'est-à-dire quand l'avion est assez cabré par rapport à sa vitesse, eh bien, l'aile principale ne masque pas les empennages. Ça veut dire qu'on garde toujours de la contrôlabilité sur l'avion. Et c'est un point crucial dans son utilisation. Si l'avion peut être malmené dans tous les sens pour les besoins d'une figure, les jeunes pilotes ont aussi la possibilité de récupérer le contrôle de l'avion rapidement. C'est en partie grâce au design de l'appareil. La volonté des ingénieurs consiste à le rendre plus compact, plus léger au niveau de sa cellule, le tube principal de l'aéronef. La meilleure solution pour le faire, c'est d'avoir un fuselage unique fin qui porte le pilote et les empennages, et d'avoir les réacteurs en nacelle sur le côté. Comme ça, on minimise la structure de l'avion. L'Alpha Jet n'est pas conçu comme les autres avions de l'époque. À la différence des Mirage 3, ces réacteurs sont beaucoup plus accessibles pour la maintenance, plus faciles à déposer. Et ils sont surtout très économiques en carburant, avec le principe des flux d'air chaud et froid. Pour fonctionner, le réacteur a besoin de faire entrer de l'air en quantité. On retrouve deux ouvertures autour du cockpit. Elles sont en léger décalage par rapport au fuselage de l'avion. L'air qui va aller contre la structure, il va être laminaire au début, mais au fur et à mesure qu'il va longer la structure, il va devenir turbulent. Si cet air rentre directement dans le réacteur, il va entraîner des dysfonctionnements avec un mouvement erratique. C'est pourquoi le décalage de l'ouverture permet d'absorber uniquement un air stable. Il va ensuite passer par plusieurs étapes. Donc on a l'air qui rentre à l'intérieur, dans l'entrée d'air. Cet air va être aspiré par le compresseur. Il est compressé par des étages d'aubes qui vont venir comprimer l'air. Mais avant d'être arrosé de kérosène pour créer une chaleur intense dans le réacteur, les ingénieurs apportent une modification essentielle pour économiser du carburant. L'air comprimé est séparé. Il va être divisé en fait en deux parties. Donc il y a une qui va rentrer à l'intérieur du moteur et une qui va contourner le moteur. C'est un réacteur qu'on dit à double flux. C'est-à-dire que le réacteur aspire de l'air froid qui comprime, qu'il y en a une partie qui est directement renvoyée en arrière parce qu'il a suffisamment de vitesse, et puis il y en a toujours une partie au centre qui va être enflammée et rejetée vers l'arrière. L'air va être brûlé avec les carburants et va créer une explosion à l'intérieur dans la chambre de combustion et va faire créer une poussée. Il y a deux flux, un flux froid à l'extérieur et un flux chaud au centre. Ça permet de brûler beaucoup moins de carburant et tout en offrant une poussée suffisante. L'Alpha Jet n'est donc pas obligé de brûler tout l'apport d'air. Le flux froid repoussé constitue une part importante de la propulsion de l'aéronef. Le double flux, on le retrouve sur les avions de ligne. Certains ont ainsi 80% de froid pour 20% de chaud, ce qui contribue à économiser une grande quantité de carburant.